créé une petite entreprise aux États-Unis en tant qu'immigrant d'Haïti, quand j'ai eu l'antidote avant le poison. Il y a des histoires que vous n'auriez jamais crues si vous n'en aviez pas été témoin. Il y a 10 ans, si quelqu'un m'avait dit que j'obtiendrais un diplôme universitaire aux États-Unis, je ne l'aurais pas cru. Si quelqu'un m'avait dit que j'irais à l'université de Harvard, je ne l'aurais pas cru. Si quelqu'un m'avait dit que je travaillerais comme expert comptable chez PwC, l'un des plus grands cabinets comptables du monde, je ne l'aurais pas cru. Mais surtout, si quelqu'un m'avait dit que l'Amérique me sauverait la vie, je ne l'aurais jamais cru. Il y a une dizaine d'années, j'ai quitté Haïti pour venir aux États-Unis. Moins d'un mois après mon arrivée, j'ai demandé l'asile. Alors que j'attendais patiemment d'obtenir un entretien, j'ai décidé qu'il était important de faire quelque chose de significatif. J'ai créé Zoomin Productions en achetant un domaine sur Bluehost dans l'espoir de continuer à travailler comme journaliste. J'ai tellement entendu parler du rêve américain que j'ai pensé que pour mieux comprendre l'idéalisme américain, il serait bon d'étudier aux États-Unis. Mais il y a quelque chose qu'aucun discours ni aucune éducation ne peut vous apprendre. On ne peut l'apprendre que par l'expérience de la vie réelle. Bien que je sois déjà titulaire de plusieurs licences et que je sois un journaliste expérimenté depuis plus de 10 ans, j'ai pensé qu'il serait bon de commencer par le commencement afin de bien comprendre comment les choses se passent. Après avoir passé quelques mois dans plusieurs écoles d'anglais langue seconde, j'ai décidé de m'inscrire au Bunker Hill Community College de Boston, dans le Massachusetts. Comme j'ai fait transférer certains de mes crédits et que j'ai suivi de nombreux cours chaque semestre, j'ai pu obtenir mon diplôme au bout d'un an seulement. Alors que j'étais à la fin de mon dernier semestre, j'ai été diagnostiqué un cancer de la tête et du cou très rare, au stade 4B, avec très peu de chances de survie. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à vivre la grandeur et la générosité de l'Amérique. Plusieurs mois après le diagnostic, j'ai commencé un traitement très long au Boston Medical Center, qui comprenait 35 cycles de radiothérapie, plus de 20 chimiothérapies et plusieurs interventions chirurgicales. Grâce aux excellents professionnels du BMC, le traitement a été couronné de succès. Pendant plusieurs années, le Boston Medical Center a été ma maison, et aujourd'hui, je suis un ambassadeur autoproclamé du BMC pour les survivants du cancer. Chaque année, je participe régulièrement à un grand événement public pour les survivants du cancer, et je m'assure toujours de profiter de l'occasion pour raconter mon histoire et exprimer ma gratitude envers le Boston Medical Center. Il n'y a qu'un seul endroit au monde où ce miracle est possible. Il s'agit des États-Unis. J'étais tellement motivé par les idéaux américains que j'ai décidé qu'aucune maladie, aussi puissante soit-elle, ne pourrait mettre un terme à mon rêve. J'ai suivi les 2 derniers cours pendant le semestre d'été 2016 tout en me préparant à être transféré à l'université de Northeastern où j'ai passé moins de 2 ans et où j'ai obtenu un double diplôme en comptabilité et en finance. Je me rendrai à la chimiothérapie le matin et travaillerai l'après-midi en tant que housekeeper de nuit à l'hôtel Fairmont Copley. Je faisais tout mon possible pour continuer à exercer mon métier de journaliste en écrivant des histoires et des articles sur mon site web. Après avoir obtenu mon diplôme à Northeastern, j'étais définitivement convaincu que rien ne pouvait m'empêcher de poursuivre mon rêve. J'ai entendu tant d'histoires de personnes prospères expliquant comment leurs parents étaient arrivés aux États-Unis avec 25 $ en poche et étaient devenus riches. Je me suis dit que s'ils pouvaient le faire, je pouvais le faire aussi, même si j'étais venu avec bien plus que cela pour pouvoir me payer le Community College et la NEU. Mais ce que je n'ai pas compris, et Dieu merci, c'est que le rêve américain n'est pas pour tout le monde, comme certains politiciens voudraient vous le faire croire. Si vous écoutez quelqu'un de droite sur le spectre politique, vous comprendrez que les histoires de 25 $ s'appliquent à un groupe particulier, vous comprendrez que pour des gens comme moi le rêve américain devrait être interprété comme ayant plusieurs emplois de 9 à 5 pour acheter une maison avec une hypothèque à payer pour la vie même si vous avez très peu de temps pour dormir dans cette maison. Mais le plus important, c'est qu'ils sont très francs avec vous. Selon l'endroit d'où vous venez, le 9 à 5 se limite à des emplois dont les citoyens américains ordinaires ne veulent pas. Vous êtes donc le bienvenu pour occuper ces postes. Mais lorsque vos rêves dépassent le cadre du lave-vaisselle, de ménager et du chauffeur de taxi, vous n'êtes presque plus le bienvenu. Vous êtes considéré comme un envahisseur.
En revanche, si vous écoutez quelqu'un de gauche, vous aurez tendance à croire que le rêve américain ne souffre aucune exception et s'applique à tout le monde. Il faut être très intelligent pour comprendre qu'ils n'y croient pas eux-mêmes. Et plus vous comprendrez cela et plus vous vous créerez d'ennemis, moins la discrimination sera subtile si vous venez du mauvais pays et n'êtes pas de la bonne couleur. Avant que vous ne pensiez que j'essaie de diminuer les personnes qui font ce genre de travail, il est important que je vous dise que je les ai tous faits. J'ai travaillé comme laveur de Versailles au Boston College tout en étudiant à Northeastern. J'ai travaillé comme ménager au Fairmont Copley, et j'ai passé plus de 7 ans à travailler comme chauffeur d'Uber et Lyft. La seule différence, c'est que j'ai poussé le rêve américain un peu plus loin que je n'étais censé le faire. J'ai appris cette leçon à mes dépens lorsque j'ai décidé de faire passer mon média d'information en ligne au niveau supérieur en 2020 en enregistrant Zoom In Production Corporation sous le nom de Caribbean Television Network. En plein milieu de la pandémie de Covid, j'ai décidé de quitter mon poste de comptable chez PricewaterhouseCoopers pour me concentrer sur mon média. Au début, nous fonctionnions sous le nom de Zoom IT News. J'ai rapidement réalisé que pour dépasser la diaspora haïtienne, nous devions changer de nom et rendre notre activité un peu plus globale. C'est alors que nous avons enregistré un nouveau nom commercial, Caribbean Television Network. Cependant, nous avons continué à nous concentrer principalement sur la communauté haïtienne. C'est pourquoi nous avons veillé à ce que notre entreprise soit enregistrée et exploitée dans les États et les villes où vivent d'importantes communautés haïtiennes, comme North Miami Beach en Floride, Boston dans le Massachusetts et l'État de l'Indiana, tout en préparant nos documents juridiques en vue de l'enregistrement à New York. Avec plus de 40 employés dans près d'une douzaine de pays, nous avions pour objectif d'innover dans l'industrie de l'information au sein de notre communauté, conformément à mon rêve américain auquel je croyais en écoutant les discours politiques. Mais comme toutes les autres choses importantes dans le processus de réalisation du rêve américain, il n'est pas facile. Il n'est pas non plus conçu pour tout le monde de la même manière. Pour les personnes comme moi, le rêve n'est réalisable que si l'on décide de surmonter tous les obstacles qui peuvent prendre de nombreuses formes et malheureusement, entraîner parfois des actes flagrants de discrimination raciale. Mais tout le monde ne vit pas la discrimination de la même manière. Si vous êtes journaliste comme moi, la discrimination se manifeste parfois sous la forme de l'indifférence. Il vous arrive d'envoyer plus de 20 courriels à un représentant du gouvernement pour demander une interview et d'être ignoré en permanence, même si la question pour laquelle l'interview est sollicitée concerne votre communauté ou votre pays d'origine, comme j'en ai fait l'expérience avec le DHS, la Maison-Blanche, plusieurs autres agences gouvernementales et des membres du Congrès. Avec la Maison-Blanche, si vous êtes suffisamment poli dans votre premier courriel, vous pouvez obtenir une réponse indiquant que votre demande est en cours d'examen, avant d'être ignoré pour toujours. Mais vous ne pouvez jamais qualifier cela de discrimination, car le privilège d'avoir une interview avec un membre de la Maison-Blanche ou avec le président des États-Unis n'est pas réservé à tout le monde. Même certains journalistes américains bien connus pourraient ne pas l'obtenir, et il ne serait donc pas juste de crier à la discrimination. Et la Maison-Blanche serait prompte à se vanter d'être un lieu très diversifié. Même si la question de la discrimination va au-delà de la diversité de la main-d'œuvre. Cela ferait l'objet d'un autre texte. Parfois, vous essayerez de trouver une excuse en vous disant que la raison pour laquelle ils ne veulent pas vous parler est peut-être que votre plateforme n'est pas assez importante et que, par conséquent, il y a peu d'incitation pour les représentants du gouvernement ou les personnalités publiques à vous parler. Mais vous vous rendrez vite compte qu'ils s'adressent à d'autres groupes ethniques dont la tribune est de loin plus petite que la vôtre. D'autres agences, comme le département d'État, sont peut-être plus en phase avec leur mission diplomatique. Elles seront peut-être disposées à vous parler si vous êtes patient et si vous acceptez de leur envoyer les questions à l'avance afin qu'elles puissent préparer les réponses pour vous. Pour les journalistes comme moi, il est extrêmement important qu'un représentant du gouvernement vous parle des questions qui touchent votre communauté et votre pays, même si vous devez faire preuve de professionnalisme en envoyant les questions à l'avance. Il est compréhensible que si les questions concernent des pays étrangers, vous vous attendiez à ce que le département d'État soit un peu plus prudent dans sa façon d'aborder la politique étrangère. Mais ce n'est pas le cas. Comme nous sommes techniquement une entreprise américaine,
nous ne devrions pas être traités comme la presse étrangère. Mais n'oubliez pas que, selon l'endroit d'où vous venez, le rêve américain ne doit pas être interprété comme étant le même pour tout le monde. Dans un autre cas, la discrimination peut prendre des formes plus subtiles. Quelqu'un peut supposer que vous n'êtes pas éduqué si vous ne parlez pas anglais. De son point de vue, parler une langue étrangère équivaut à être éduqué. Il peut aussi arriver qu'un client d'un service de covoiturage vous voit sur un campus universitaire et vous demande ce que vous cherchez. Comment peut-il vous aider, ce qui sous-entend que votre place n'est pas ici. Autre exemple, votre demande de prêt est refusée sur la base de votre dossier de crédit. Vous comprendriez au moins que même les rapports de solvabilité sont une forme de discrimination en soi. Pour moi, le véritable cas de discrimination s'est produit après que j'ai fait plusieurs demandes de prêt auprès de l'administration des petites entreprises. Comme beaucoup d'autres entreprises, notre organe de presse et notre production cinématographique ont été confrontés à d'importants problèmes financiers dus à des événements indépendants de notre volonté, ce qui nous a poussés à rechercher des financements alternatifs tels que des prêts. J'ai demandé plusieurs fois un prêt à la Small Business Administration. À chaque fois, mes demandes ont été refusées avec des possibilités de recours. Le 29 juillet, des intempéries ont provoqué une catastrophe déclarée par le gouvernement fédéral. Ayant les mêmes difficultés financières, j'espérais obtenir un soutien de la part de la SBA car ma voiture de fonction a subi quelques dommages lors de l'événement. Cette demande a également été refusée en premier lieu en raison d'un manque de crédit, avec la possibilité de faire appel, à condition que je puisse fournir une explication satisfaisante. J'ai expliqué chaque point négatif, ce que la SBA a accepté jusqu'à ce que je reçoive une autre lettre indiquant que la demande était refusée en raison d'un manque de capacité de remboursement, toujours avec la possibilité de faire appel. Pour la troisième fois, la demande a été refusée en raison d'une charge sur mon crédit dont je n'étais pas responsable. J'ai expliqué à l'agent de crédit de la SBA que cette charge était due à une erreur de Salimae, qui avait divisé un prêt étudiant que j'avais en 2 prêts, et que je n'étais pas au courant du second. L'agent de crédit a déclaré que l'explication était valable, mais la demande a été refusée pour cause de capacité de remboursement, bien que la SBA ait déjà accepté l'explication que j'avais fournie. J'ai de nouveau fait appel de la décision. Le 8 septembre 2023, j'ai reçu un appel téléphonique d'un superviseur de la SBA à 13h54. L'agent souhaitait obtenir des explications concernant les demandes encore actives. L'agent a commencé à se demander comment il était possible que je fasse de la production vidéo pour des agriculteurs. Il m'a dit qu'il n'avait jamais vu d'agriculteur faire ce genre d'affaires. Je lui ai dit que le travail que je faisais pour mes clients était disponible en ligne et qu'il pouvait le vérifier lui-même. Il a répondu par la négative. Il m'a demandé si j'avais des contrats, je lui ai répondu que je travaillais en fonction des besoins et que, par conséquent, nous n'avions jamais besoin d'un contrat en tant que petite entreprise. Comme il n'y avait plus d'arguments, il est passé à mes adresses professionnelles. Il a demandé pourquoi les adresses figurant sur les demandes étaient différentes de l'adresse postale, qui est une boîte postale à Dorchester. Je lui ai expliqué qu'avec une boîte postale, il est plus facile de recevoir tout le courrier au même endroit. Et je n'ai aucun problème à recevoir du courrier à chaque endroit indiqué dans mes demandes. Comme nous opérons également dans les États de Floride et d'Indiana, l'agent m'a interrogé sur une sous-location que j'avais. Il m'a demandé si le propriétaire de l'espace savait que mon entreprise y exerçait ses activités. Je lui ai expliqué que je n'avais pas beaucoup de relations avec le propriétaire en tant que sous-locataire. Toutefois, dans le Massachusetts, j'ai un contrat avec le propriétaire pour un espace partagé que j'utilise. Il m'a demandé si le nom de mon entreprise était inscrit sur la façade, je lui ai répondu que ce n'était pas nécessaire puisqu'il s'agissait d'un espace partagé. Il est important de noter que nous exercions nos activités dans ces lieux bien avant les catastrophes fédérales pour lesquelles nous avons fait une demande. L'argument du superviseur de la SBA concernant l'espace ne tenant pas, il s'est tourné vers mes documents juridiques. Il a déclaré qu'il était sûr à 100% que les documents d'immigration que j'avais fournis avaient été falsifiés. Je lui ai expliqué que le document avait été délivré par l'UCI, qui est une agence fédérale, et qu'en tant qu'agence fédérale, la SBA peut vérifier auprès de l'UCI.
En outre, il y a une lettre du juge qui a approuvé ma demande d'asile et une lettre de mon avocat clarifiant mon statut d'immigré. L'agent m'a dit que j'avais coché toutes les cases en tant que demandeur frauduleux. Je lui ai expliqué qu'étant donné que nous sommes un média en ligne, notre contenu est disponible en ligne et peut être facilement vérifié. Je lui ai expliqué que ces documents avaient été admis par la SBA dans le cadre d'un programme de formation destiné aux petites entreprises, au cours duquel j'avais passé 6 mois avec la SBA dans le cadre du programme SBA Thrive. Il m'a répondu que cela n'avait aucune importance. Il m'a dit que la demande serait rejetée et que toute autre demande que j'ajouterais à l'avenir serait également rejetée. Je lui ai demandé comment il pouvait prédire que les demandes futures seraient refusées si le problème concerne mon crédit et ma trésorerie, qui peuvent être résolus. En fait, si les conditions ne sont pas les mêmes, il ne devrait pas le faire, et il ne peut pas non plus prédire l'issue d'une demande s'il n'y a pas d'autre raison. Il est également important de noter qu'en 2020, j'étais qualifié pour un prêt de $38 000 de la part de la SBA. Mais en raison d'un problème lié à mon compte bancaire, la SBA n'a pas versé les fonds avant novembre 2022. Je n'ai pu obtenir les fonds qu'après avoir contacté le bureau du député Stephen Lynch du district 8 du Massachusetts. Je comprends que le fait que la SBA soit une agence fédérale ne donne pas à tout demandeur le droit immédiat d'être qualifié pour recevoir l'argent durement gagné par les contribuables. Je n'ai jamais demandé à être qualifié à tout prix. Toutefois, les règles et réglementations de la SBA devraient être les mêmes pour tous les propriétaires d'entreprises. Le fait d'être un immigrant noir originaire d'Haïti ne devrait pas m'obliger à cocher toutes les cases en tant que fraudeur. Pour moi, la question n'est pas d'être qualifié pour un SBA. Il s'agit d'être traité avec respect et équité. D'être traité comme tous les autres candidats. En tant qu'ancien élève du programme SBA Thrive, je connais d'innombrables propriétaires d'entreprises qui se trouvent dans des situations pires que la mienne et qui ont pu bénéficier de prêts SBA. Depuis près de 10 ans que je suis arrivé en Amérique, je n'ai jamais fait l'objet d'une arrestation ou d'une quelconque procédure pénale. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour respecter les règles, les principes, les lois et les règlements américains. Pour d'autres groupes d'immigrés, un casier judiciaire vierge et une bonne conduite serait un gage de réussite. Mais pour des gens comme moi, cela ne veut rien dire. Je n'ai jamais pensé que l'on pourrait m'accuser d'avoir falsifié des documents dans le seul but d'obtenir un prêt. Mais je comprends qu'il y a des obstacles que l'éducation et le travail acharné ne peuvent pas surmonter quand on a le statut d'immigré d'un pays dit du tiers-monde. Mais maintenant, il est un peu trop tard. Ils m'ont déjà enseigné que le rêve américain est pour tout le monde. Je les ai déjà crus. Il me serait difficile de désapprendre et d'abandonner mes rêves. Je continuerai à rêver même si on continue à m'ignorer. Même si le gouvernement fédéral m'accuse de falsifier le document qu'il m'a remis. Pour moi, l'antidote, ce sont les grands hommes et les grandes femmes du Boston Medical Center, de Northeastern, de Bunker Hill, de Harvard, d'El Centro del Cardino et d'ailleurs. Il revient à chacun d'entre nous de décider d'appliquer l'antidote chaque fois que le poison nous est présenté. Ayant été sauvé par l'Amérique, je crois fermement que l'antidote est plus puissant que le poison. Le fait d'avoir été exposé à l'antidote avant le poison me rend plus déterminé à poursuivre mon rêve. Je continuerai à appliquer l'antidote chaque fois que je serai confronté au poison. Un texte écrit par Emmanuel Paul, fondateur et PDG de Zoom Production Corporation qui fait des affaires sous le nom de Caribbean Television Network. Pour tout commentaire, critique ou suggestion, veuillez contacter Emmanuel à l'adresse suivante, manipol@setninfo.com.